Bonjour. D'abord, je vais commencer par chaleureusement remercier les organisatrices et les organisateurs de ce colloque sur ce sujet. Vous m'entendez? Oui, important. Et de les remercier de m'avoir invité à y participer. Alors, les interventions précédentes, fascinantes et très importantes, ont vraiment porté sur le genre et les acteurs de la science, et en particulier les deux précédentes. Et moi, je vais changer de perspective. Je vais vous inviter à vous intéresser aux objets d'étude de la science dans le domaine qui est mon domaine d'intérêt, la neurobiologie, c'est-à-dire l'étude du système nerveux et du cerveau. Et on va s'intéresser à l'identité sexuelle, je reviendrai sur cette terminologie, et s'intéresser à des petits animaux, les rongeurs, les souris et les rats, et voir comment des stéréotypes, des biais implicites majeurs ont imprégné, chamboulé, été un facteur très important qui a modifié la manière dont on fait de la science dans ce domaine très important et dans d'autres domaines en biologie. Et les conséquences, finalement, les conséquences de ce biais, de cette imprégnation sur de nombreux champs d'études, y compris le diagnostic et le traitement de différentes maladies, où là, on verra des biais de genre. Alors, je suis neurobiologiste, je ne suis pas sociologue des sciences, mais je ne pouvais pas vraiment parler de biologie sans présenter cette petite diapositive. On a déjà eu beaucoup de données dans différents domaines, sur les carrières scientifiques dans mon domaine d'études. Et alors, j'arrive pas... Ah, ici, ça marche. Et donc, en fait, ce que l'on voit, c'est en biologie ou en médecine, on a quelque part la chance d'avoir, pendant les études, un grand nombre de femmes qui se dirigent vers ces études. Et au niveau du doctorat, on a une relative égalité, voire même un nombre légèrement accru de femmes dans ces carrières. Par contre, ce que l'on observe, ce qui a déjà été précisé, c'est un schéma de tuyau percé, où en fin de carrière, on va se retrouver en moyenne, en fonction des disciplines, des statistiques, des sources, des instituts, des pays, avec en moyenne 20 à 30% finalement des femmes qui atteignent le stade le plus élevé de la carrière. Donc il y a bien sûr, ces chiffres sont en augmentation. On part d'une situation biaisée, mais qui est en cours d'évolution. Et il y a de nombreuses initiatives pour favoriser, augmenter la diversité, la représentativité, l'inclusion dans le contexte des neurosciences et de la biologie en général, mais je n'en parlerai pas aujourd'hui. Je vais aujourd'hui vous parler d'un fait méconnu, mais qui en tout cas me semblait important d'apporter dans la discussion aujourd'hui, qui est donc des différences dans les objets d'étude en lien avec l'identité sexuelle. Alors, je vais d'abord préciser, définir ce que j'appelle l'identité sexuelle ou sexe biologique. Donc, la notion de genre inclut des paramètres socioculturels, comme vous le savez. La notion d'identité sexuelle ou de sexe biologique, c'est vraiment une notion que l'on peut définir dans différentes espèces animales comme un ensemble d'attributs biologiques qui distinguent les organismes comme étant mâles, femelles, intersexués et hermaphrodites. Donc, dans le contexte des hommes, on a bien sûr les hommes, les femmes. On sait aussi qu'on a des personnes intersexuées et il y a des chercheurs qui parlent aussi d'un spectre d'identité sexuelle. J'en parlerai pas aujourd'hui du tout puisque je vais me concentrer principalement sur des études sur des organismes animaux. Alors, il y a un grand nombre de facteurs qui vont être responsables de ces différents attributs biologiques. Et comme on va parler principalement de mammifères, on peut parler donc des différences de chromosomes sexuels. Donc chez les mâles, chez les hommes, on a des chromosomes de type différent X, Y, par rapport à deux chromosomes X chez la femme ou chez les femelles. Si ces deux chromosomes X, l'un de ces deux chromosomes X, au cours de la vie de chacune des cellules, va subir une inactivation qui est aléatoire, et les cours d'éditeurs au Collège de France vraiment ont apporté, ces travaux et ces cours apportent des connaissances essentielles sur ce processus qui est très important dans la formation des différents tissus. Donc des chromosomes différents
et notamment un gène très important qui est situé sur le chromosome Y, qui va être responsable du développement des testicules chez les mâles, et on va avoir une production différentielle d'hormones dites stéroïdiennes sexuelles, par exemple la testostérone chez les hommes, chez les mâles, et les œstrogènes, progestérone, mais les œstrogènes chez les femelles, et une interaction croisée et réciproque entre ces chromosomes sexuels, les hormones, mais aussi d'autres phénomènes, des modifications épigénétiques et d'autres caractéristiques, vont aboutir à des caractères primaires, secondaires, sexuels différents. Ok. Alors, pourquoi et je ne vais pas revenir sur donc, ces notions plus compliquées, je vais rester dans un schéma restrictif du dimorphisme sexuel mâle-femelle, homme-femme, pour aborder des questions qui touchent notamment aux animaux, dans lesquels il n'y a pas de distinction de genre. Alors, pourquoi s'intéresser à ces petits animaux? Donc, rongeurs, c'est-à-dire rats et souris. Pourquoi? Parce que quand on cherche à comprendre comment fonctionne le système nerveux, le cerveau, comment est-ce que les maladies de ces différents systèmes, organes, finalement apparaissent, comment on peut réussir à les traiter, à développer des approches thérapeutiques ou préventives. Bien sûr, on étudie ce qui se passe dans la population humaine. On peut faire des études d'imagerie, de génétique, des études épidémiologiques, de la santé publique. On peut tester des médicaments, etc. Mais à un moment donné, il est absolument essentiel de comprendre les mécanismes biologiques qui vont permettre le fonctionnement de ces grandes fonctions et de ces organes, de pouvoir construire des modèles qu'on dit précliniques, c'est-à-dire des modèles qui vont potentiellement mimer certaines maladies, pour pouvoir tester des approches thérapeutiques et même des médicaments. Alors, je ne vais pas non plus parler de ça aujourd'hui, mais toutes les expériences qui sont réalisées sur des modèles animaux sont bien sûr réalisées dans un cadre éthique extrêmement restreint et précis. Et donc, c'est quelque chose qui est aussi également très important dans le cadre des études en biologie. Alors, pourquoi les rongeurs? Parce que les rongeurs, finalement, c'est un modèle d'étude qui a été prépondérant depuis le XXe siècle, parce qu'on peut réaliser des manipulations génétiques, expérimentales. C'est des modèles qu'on connaît bien. On connaît aussi bien, justement, on va dire, leurs caractéristiques physiologiques. Et donc, il est possible de réaliser des études qui sont mesurables, cadrées et réalisées dans un contexte éthique. Donc, ce sont on va dire, des modèles animaux essentiels pour la recherche fondamentale, comprendre comment marche le système nerveux, comprendre comment marche le cerveau, et également dans des modèles précliniques, c'est-à-dire comprendre d'où viennent les maladies et développer des approches thérapeutiques. Et alors là, je vais vous parler d'un fait qui est, à mon avis, relativement méconnu, en illustrant ces données par une méta-analyse qui a été publiée en 2011, qui maintenant fait vraiment référence et qui porte sur l'analyse d'un très grand nombre de publications qui ont été réalisées en 2009, qui est une majorité, on a 5 à 6 fois plus d'études réalisées dans le domaine des neurosciences, c'est-à-dire pas uniquement comportement, toutes les études qui touchent donc le système nerveux et le cerveau, qui ont été majoritairement réalisées sur des rongeurs d'identité sexuelle mâle. Donc ici, vous voyez, c'est uniquement les mâles, ça uniquement les femelles, ici les deux sexes, et ici le sexe n'est pas spécifié. Alors, je vais vous rassurer, entre guillemets, ce n'est pas spécifique malheureusement à la neurobiologie. On retrouve, et c'est en 2011, on retrouve un biais très fort où alors le sexe n'est pas pris comme une variable biologique, n'est pas pris en considération comme une variable biologique, ou alors il est juste, le biais est très très fort en faveur des souris mâles. Alors, il faut préciser le cadre historique dans lequel ces études ont été réalisées. Donc, en fait, on a un cadre historique qui est que pendant les années 70-80, les femmes ont été exclues volontairement des essais cliniques. Et ça, c'était vraiment suite à des grands scandales, on va dire, de santé publique, notamment le scandale du tamilodine, qui était un médicament prescrit pour les nausées matinales et qui a causé, en fait, on va dire, entre 10 000 et 20 000 enfants atteints pendant la grossesse,
et la moitié sont morts, et une grande partie de ces enfants ont eu des malformations sévères. Donc on s'est rendu compte que le fait d'inclure des femmes dans des essais cliniques qui pouvaient être potentiellement enceintes était un problème. Donc elles ont été exclues radicalement, et on s'est aussi rendu compte à ce moment-là que finalement une grande partie des études en sciences, en biologie, en médecine, utilisaient principalement des rongeurs d'identité mâle. Donc dans les années 80-90, suite à une grande prise de conscience et une mobilisation, il y a eu notamment le National Institute Health Revitalization Act aux États-Unis en 1993, qui a dit qu'il fallait inclure les femmes dans les essais cliniques. Ça peut être rassurant. Il y a eu des démarches en France et puis ensuite au niveau de l'Agence européenne des médicaments qui ont vraiment mis en place et revalorisé et promu l'inclusion des femmes dans les essais cliniques. Alors on savait aussi à ce moment-là que justement, en ce qui concerne la recherche préclinique, les études sur les modèles animaux, qui avaient un énorme biais. Donc toute cette mouvance, années 90, tournant des années 2000, quelque part, on se disait qu'il y avait eu une prise de conscience et qu'on allait réduire ce biais. En fait, ce biais, ou cette différence de traitement et d'inclusion, était quelque chose de très fort, puisqu'on s'est rendu compte qu'en 2011, c'était toujours le cas, et donc ça a poussé les chercheurs à se demander d'où ils venaient. Et là, on retombe sur des arguments qui sont finalement des arguments qui ont été soulevés dans, on va dire, des stéréotypes ou des idées préconçues, qui ont été soulevés dans un grand nombre de contextes, qui étaient que les femelles étaient délibérément exclues sur l'idée que les données obtenues chez les femelles seraient plus variables à cause du cycle œustral, c'est l'équivalent du cycle menstruel chez les rongeurs, donc des variations d'hormones stéroïdiennes. Pour reprendre c'était l'idée que à partir de femmes varient, on pourrait dire femelles rongeurs varient, et que ça pose un problème pour interpréter les données. Ou alors qu'il faudrait savoir dans quelles conditions du cycle œustral les femelles rongeurs étaient. Et puis un autre argument, et ça c'est un argument sur lequel je vais revenir, c'était aussi, finalement, on a regardé les deux sexes, on n'a pas vu de différence, donc on a juste pris des mâles. Bon. Ou alors, on a commencé à travailler sur des mâles, et ça fait du sens de continuer finalement à n'utiliser que des mâles, puisqu'on peut se référencer aux études précédentes. Et donc, on fera les femelles dans un deuxième temps. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, cet argument est scientifiquement infondé, la variabilité accrue due aux hormones œstrales chez les femelles. Les hormones stéroïdiennes ont un effet et peuvent avoir un effet, bien sûr, c'est bien caractérisé, mais dans le contexte des études en neurosciences, il y a vraiment toute une littérature qui maintenant a, on va dire, démystifié cette légende et m'ont mis en évidence que le cycle œustral, c'est-à-dire on peut même ne pas regarder dans quelle phase du cycle œustral les femelles rongeurs sont, ce n'est pas une source principale de variabilité. Et vous voyez qu'il y a énormément d'études extrêmement récentes, et une étude qui a fait beaucoup de bruit, finalement ne date que de 2023, c'est une étude qui a montré que finalement les variabilités entre individus chez la souris, c'était principalement un reflet de la variabilité interindividuelle, donc entre individus, plutôt que des choses ou des changements qui sont liés au cycle hormonal. Et comble du comble, ce qui n'apparaît pas dans ce titre, c'est que la variabilité interindividuelle est plus forte chez les mâles. Donc si on devait suivre cet argument, on exclurait en fait les mâles de ces études. Et donc en fait, on est dans un constat que jusqu'en 2011, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps, les rongeurs mâles étaient vraiment un modèle prédominant d'études en neurobiologie préclinique. Et ça veut dire qu'on a une méconnaissance profonde des différences potentielles entre les deux sexes, aussi bien sur les mécanismes biologiques, et on y viendra aussi sur les aspects en lien avec les maladies.
Ça veut dire aussi qu'il y a un stéréotype implicite qui est prégnant, qui persiste dans plusieurs disciplines, qui est que finalement les femelles sont des petits individus mâles imprégnés d'hormones. Et donc ça, c'est compliqué parce que ça veut dire aussi que finalement, il ne faut pas s'intéresser au sexe dans toute la phase de développement anténatal ou jeune, et puis que finalement, après la ménopause, pareil, le sexe comme variable biologique est à prendre en considération de manière différente. Et ça, c'est aussi un biais qui continue donc à exister fortement. Et enfin, on trouve ce biais dans d'autres disciplines. Donc ce n'est pas spécifique à la neurobiologie. Je ne voudrais pas qu'on soit considérés comme des affreux. Donc ça, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire ou quelles sont les conséquences? On a des déficits de données majeurs et on a des biais méthodologiques. Toutes les études ont été construites, ou principalement construites, en comportement, mais aussi dans d'autres thématiques, à partir de données obtenues sur des individus d'identité sexuelle mâle. Donc peut-être, et ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on regarde comment les femelles réussissent ou pas, ou moins bien, ou sont différentes dans ces tests. Donc peut-être qu'il faut aussi repenser la manière dont les tests sont faits. Et puis, et ça je vais en parler, mais ça veut dire aussi des inégalités, toute cette méconnaissance est liée aussi à une inégalité de sexe des genres dans le diagnostic de certaines maladies et dans les traitements. Pourquoi? Parce que dans ce domaine dont je vous parle, on sait depuis très longtemps qu'il y a des dimorphismes sexuels d'un grand nombre de pathologies qui présentent des caractéristiques différentes chez les hommes et chez les femmes. Donc par exemple la prévalence, la proportion d'hommes et de femmes qui sont atteintes par ces pathologies. Dans les troubles du spectre autistique, on a une prévalence de 3 à 4 en fonction des statistiques et de la manière dont est fait le diagnostic. Les accidents cérébrovasculaires chez les hommes jeunes, les troubles du déficit de l'attention. La sclérose en plaques, on a là aussi un biais pour les femmes de 3 à 4 en fonction de la littérature, mais aussi la maladie d'Alzheimer qui atteint plus spécifiquement les femmes. Les douleurs chroniques, douleurs neuropathiques ont une prévalence chez les femmes. La migraine, la dépression majeure, etc., etc. Donc un grand nombre de maladies ont des caractéristiques différentes. Et là, je vous ai parlé d'incidence, mais il y a un autre facteur important, ce n'est pas uniquement la proportion d'hommes et de femmes qui sont atteints, mais dans le cadre de la maladie de Parkinson, et c'est vrai pour plein d'autres maladies, c'est juste un exemple, on a des différences comme par exemple l'âge auquel se déclenche la maladie, mais aussi la symptomatologie, c'est-à-dire la manière dont la maladie ou les symptômes de cette maladie s'expriment, qui peuvent être différents en fonction de l'identité sexuelle. Donc bien sûr, s'intéresser aux différences de sexe dans ce contexte-là paraît fondamental. Un autre aspect aussi, c'est qu'on sait depuis longtemps que les hommes et les femmes peuvent avoir des différences majeures de réponse à certains médicaments ou traitements thérapeutiques. Alors je vous prends 2 exemples. L'aspirine, que vous connaissez tous, qu'on utilise depuis très longtemps, on a découvert assez récemment que sur les propriétés anticoagulantes est différente chez les hommes et chez les femmes, et que par exemple prendre régulièrement de l'aspirine pour prévenir de l'infarctus du myocarde chez les hommes est efficace, ça n'est pas du tout chez les femmes. Autre exemple frappant, c'est les dérivés de la morphine, qui est quand même un des principaux agents, les dérivés morphiniques, principaux agents de lutte contre les douleurs. Je vous ai dit, chez les femmes, les douleurs chroniques ont une prévalence vraiment accrue. La morphine, on sait maintenant qu'elle agit sous 2 métabolites différents, c'est-à-dire le composé et processé, les composés morphiniques vont être différemment, entre guillemets, digérés ou métabolisés entre des composés, le morphine 6-glucorinide ou le morphine 3-glucorinide, peu importe, mais que la métabolisation des agents morphiniques est différente chez les hommes et chez les femmes, et chez les rongeurs mâles et femelles. On sait aussi qu'ils vont agir via des récepteurs différents. Et tout ça est à mettre en lien avec le fait qu'on sait que les femmes vont être sensibles à des doses plus faibles de morphinique pour avoir un effet antidouleur, mais par contre qu'elles vont développer beaucoup plus d'effets secondaires comme des nausées ou des détresses respiratoires. Et des travaux récents ont permis de mettre en évidence qu'en fait, via des différences de métabolisation et des différents récepteurs, on va avoir des effets qui vont être plus forts ou différents en termes d'analgésie
ou de neuroinflammation chez les mâles et les femelles qui sont en lien à mettre avec ces différences de traitement. Donc, un biais méthodologique, un biais d'étude, regardez les souris mâles, les rongeurs mâles, qui ont des conséquences importantes dans la construction même des savoirs, mais aussi finalement sur la manière dont on peut aborder le diagnostic, le traitement, l'efficacité de certains médicaments dans leur traitement. Donc, malgré la prise de conscience réelle qu'on a eue dans les années 80, 90, le tournant des années 2000, etc., le fait que ce biais soit encore aussi prégnant en 2011 a bien sûr suscité une réaction majeure dans le domaine et des actions ciblées importantes à différents niveaux. Alors d'abord, les agences de moyens, la communauté européenne, des instances, le Canadian Institute of Health Research, le NIH, qui ont, dans les années 2013, 2014, 2015, 2016, suite à des recommandations bien avant, ont imposé ou favorisé l'émergence de programmes qui demandaient aux chercheurs d'inclure le sexe comme une variable biologique. Sex as a biological variable. Des journaux scientifiques également ont demandé de manière systématique que le sexe des animaux ou le genre des participants, ce qui concerne les hommes, soit mentionné. Et puis des initiatives indépendantes, comme par exemple European Association of Science Editors, EASE, qui a développé Sex and Gender Equity in Research Guidelines, c'est-à-dire une charte, des recommandations pour comment étudier, comparer le sexe et le genre dans ces différentes études. Alors on peut se demander aujourd'hui, et je vais aller vite là-dessus, quel a été l'effet ou l'impact. Alors il y a des domaines dans lesquels ça a été extrêmement fort. Par exemple, la douleur. On peut voir une augmentation depuis ces initiatives, une augmentation importante d'études faites sur les deux genres, sur les deux sexes, dans le contexte de la douleur. Et aussi, chose intéressante, ça a permis de découvrir de plus en plus de différences entre les deux sexes dans les processus de régulation. Par exemple, quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il a pu être montré que dans des lésions périphériques, chez les mâles et les femelles, on va avoir des mécanismes différents de relais de la douleur, des mécanismes fondamentalement différents qui font participer des cellules différentes et notamment des cellules du système immunitaire. Et demain, il y aura une intervention du professeur Yasmine Belkaïd sur le dimorphisme sexuel en système immunitaire qui est extrêmement important. Ça veut dire aussi que si des cellules différentes interviennent, on peut sortir du cadre restrictif de l'influence des hormones. Les chromosomes sexuels, les différences d'identité sexuelle peuvent agir à bien plus de niveaux qu'uniquement la régulation hormonale sur les processus neurobiologiques. Et dans le contexte de la neuroimmunologie, c'est des choses qu'on regarde beaucoup. Nous, on s'intéresse au neurodéveloppement, aux interactions entre système immunitaire et système nerveux, mais ça veut dire aussi qu'il est très important d'inclure comme variable biologique l'identité sexuelle dès les premiers stades de la vie, même pendant la vie fœtale, tout au long de la vie, et d'inclure systématiquement ce paramètre dans les études et également dans des maladies de fin de vie comme les maladies neurodégénératives. Alors, ce qui est toujours un petit peu... donc, il y a des avancées, des progrès dans certains domaines, quand même des études, des méta-analyses de données qui ont été réalisées en 2017, donc ce n'est pas encore aussi récent, mais montrent quand même une progression très lente. Une progression très lente, ici c'est uniquement les études réalisées sur les rongeurs mâles, ce qui frappe principalement... Alors on a quand même 2 fois plus d'études sur les mâles et les femelles ou les femelles, ça reste une petite proportion du camembert. Ce qui change vraiment, c'est cette proportion-là où on avait avant l'identité sexuelle qui n'était pas reportée et qui maintenant l'est, et ça c'est un effet direct des recommandations, on va dire, ou des critères d'inclusion qui sont maintenant on va dire, mis en évidence ou implémentés par les différentes institutions. Et c'est quelque chose qui a été également publié dans d'autres d'entre eux. Donc une progression, mais une progression encore lente.
Alors on peut se demander comment avancer. Je ne crois pas que les neurobiologistes soient plus sexistes que la moyenne, on va dire, de la population. Et donc, il faudrait des financements et des moyens. Pas uniquement parce que regarder ou considérer le sexe comme une variable biologique, c'est faire 2 fois plus d'expérience, mais parce qu'il y a un vrai déficit de connaissances. La construction des savoirs, pendant plus d'un siècle, a été vraiment basée sur un modèle d'étude qui était les rongeurs d'identité sexuelle mâle. L'inertie d'un système, c'est ce que je viens de dire. On est dans le contexte de la science, la reproductibilité, on est dans un contexte où finalement on compare en permanence les nouvelles données avec ce que l'on savait précédemment. Et donc comme on s'inscrit dans un contexte où la référence était principalement mâle, il va falloir véritablement, finalement, essayer de bouleverser ce contexte pour arriver à faire avancer les choses. Et ensuite, un système, des carrières, une manière de faire de la science à repenser, qui n'est pas non plus déniée des moyens. Il y a plusieurs personnes qui mettent ces perspectives et ces initiatives en avant dans des carrières scientifiques où il faut publier vite, où il faut publier dans des impacts des journaux à grande visibilité, où les recrutements se font selon certains critères qui ont aussi une inertie, parce que c'est un monde qui est basé sur des repères qui ont été définis par avant. Peut-être que d'essayer d'implémenter de manière fondamentale, durable, l'étude des individus d'identité sexuelle mâle et femelle, qui, je pense, est essentielle pour nos connaissances en biologie, mais aussi avec des implications beaucoup plus larges sur la médecine et les approches en médecine. Peut-être qu'il faut se poser la question de savoir comment repenser ce système pour avancer dans la construction. Je vous remercie de votre attention et je serai ravie de pouvoir discuter avec vous. Merci beaucoup, Sonia.